Le gérant du restaurant a saisi ma main au moment précis où je me retournais pour récupérer mon sac à main oublié. Ses doigts se sont resserrés autour de mon poignet, sans agressivité, mais avec urgence. Il m'a entraîné dans son bureau, a verrouillé la porte derrière nous, et a murmuré, le visage livide, « S'il vous plaît, soyez forte, madame. Ne criez pas et ne vous évanouissez pas après avoir vu les images. » Ces mots ont vidé l'air de mes poumons. Je m'appelle Claire Whitman. Je suis chef d'entreprise, unique héritière d'une société de logistique que mon père a bâtie sur 3 décennies. Je suis de nature pragmatique. Je me fie aux faits, pas au drame. J'ai négocié des contrats hostiles sans jamais élever la voix. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu cette nuit-là. Plus tôt, j'avais célébré mon 3e anniversaire de mariage dans un restaurant haut de gamme surplombant la ville. Les lumières étaient chaudes, l'atmosphère calme. Cela ressemblait à une récompense pour avoir survécu à une année difficile. À côté de moi était assis mon mari, Daniel Whitman. Attentionné, à la parole facile. L'homme que tout le monde décrivait comme stable et fiable. En face de nous, sa mère, Eleanor Whitman, élégante et autoritaire, et Brooke Miller, la jeune femme que Daniel avait présentée des années auparavant comme une sœur d'accueil de son enfance. Cette nuit-là, Daniel m'a tenu la main et m'a interrogé sur ma santé. Je souffrais de maux de tête et de troubles du sommeil depuis des semaines. Eleanor disait que c'était le stress. Brooke était d'accord et me souriait avec compassion. Ils m'ont dit de me reposer davantage, de laisser Daniel s'occuper des choses, de leur faire confiance. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai réalisé que j'avais laissé mon sac à main et que j'ai décidé d'y retourner seule, j'ai pensé que ce n'était rien de plus qu'un léger désagrément. Debout dans ce bureau fermé à clé, fixant les moniteurs de sécurité, j'ai appris la vérité. Car ce que la caméra a révélé n'était pas une erreur. C'était un plan. Et chaque personne impliquée était quelqu'un que j'aimais. 1 heure plus tôt à peine, tout avait l'apparence exacte de ce à quoi un mariage heureux est censé ressembler. Le restaurant était silencieux comme le sont souvent les endroits chers. Une musique douce jouait en arrière-plan. La lumière des bougies se reflétait sur le verre poli et les nappes blanches. Derrière les fenêtres, les lumières de la ville s'étendaient à l'infini, lointaines et inoffensives. Nous étions assis à une table ronde, à l'écart de la foule. Daniel était assis près de moi, son bras reposant légèrement contre le mien. Quand la nourriture est arrivée, il a coupé mon steak en petits morceaux sans que je le lui demande. C'était une habitude qui faisait sourire les gens quand ils la remarquaient. Cela paraissait attentionné, prévenant. Eleanor nous observait avec une expression satisfaite. Sa posture était parfaite, ses mots choisis avec soin. Elle m'a complimenté sur la façon dont je gérais l'entreprise et a dit, « Daniel a de la chance d'avoir une femme aussi compétente. » Le compliment me parut chaleureux, mais il laissa une impression étrange, comme s'il était destiné à être répété plus tard. Brooke était assise à côté d'elle, versant du vin dans mon verre dès qu'il se vidait un peu. Elle posait des questions douces sur mon travail et ma santé. Elle penchait la tête quand elle écoutait, comme si elle était profondément concernée, mais ses yeux étaient toujours alertes, toujours en train de jauger. Daniel m'a demandé si je me sentais mieux ces derniers temps. J'ai répondu, certains jours sont bons, d'autres non. Il m'a serré la main et m'a dit que je travaillais trop. Eleanor a acquiescé et a dit, aucune entreprise ne vaut de perdre sa tranquillité d'esprit. Brooke a hoché la tête en signe d'approbation. On dit souvent que l'amour est un sentiment de sécurité. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la manipulation porte souvent le même visage que l'attention. Cette nuit-là, je me sentais reconnaissante. Je me sentais soutenue. Je croyais être entourée de gens qui voulaient le meilleur pour moi. Quand l'addition est arrivée, Daniel a payé immédiatement. Il a insisté, disant que c'était son rôle en tant que mari. J'ai trouvé cela attachant, même si mes revenus dépassaient de loin les siens. En y repensant maintenant, je comprends quelque chose clairement. Ce dîner n'était pas spontané. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste avait été répété, et j'étais la seule à table à ne pas connaître la fin. L'air frais de la nuit caressait mon visage alors que nous sortions du restaurant. La ville semblait plus bruyante au niveau de la rue, vivante de circulation et de mouvement.
Daniel a glissé sa veste sur mes épaules, me protégeant du froid sans un mot. À mi-chemin de la voiture, ma main est descendue instinctivement. Mon sac à main avait disparu. Je me suis arrêtée de marcher et j'ai vérifié à nouveau, plus vite cette fois. La panique a monté dans ma poitrine. À l'intérieur de ce sac se trouvait mon téléphone, mon portefeuille et des documents que je ne laissais jamais sans surveillance. J'ai dit à Daniel ce qui s'était passé. Il a réagi immédiatement. Il a dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit que nous allions y retourner. Sa voix était calme, presque répétée. Il a garé la voiture sur le côté en quelques secondes. J'ai jeté un coup d'œil à Eleanor sur la banquette arrière. Elle avait l'air fatiguée, l'expression crispée par l'impatience. Je me sentais embarrassée, négligente. Je ne voulais pas la déranger. Alors, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai dit à Daniel que j'y retournerais seule. J'ai dit que le restaurant était proche et sûr. J'ai dit qu'il devait ramener sa mère à la maison et que je le retrouverais plus tard. Daniel a hésité juste assez longtemps pour paraître concerné. Puis il a accepté. Il a commandé lui-même un VTC pour moi et m'a embrassé le front avant que je ne monte dans la voiture. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé en arrière par la fenêtre. Daniel se tenait sur le trottoir, parfaitement immobile, me regardant partir. Son visage était illisible sous la lumière du lampadaire. Dans le calme du trajet retour, je me suis réprimandée pour ma négligence. Tout le monde oublie des choses parfois. Je me suis dit que j'avais de la chance d'avoir un mari si prévenant. La voiture s'est arrêtée devant le restaurant. Les lumières à l'intérieur étaient plus tamisées maintenant. L'heure de la fermeture approchait. Je suis sortie en pensant que je revenais simplement chercher un sac à main oublié. Je n'avais aucune idée que je marchais droit vers le moment qui allait exposer la vérité sur mon mariage. J'avais à peine franchi l'entrée qu'un homme s'est mis directement sur mon chemin. C'était Samuel Brox, le gérant du restaurant. Plus tôt dans la soirée, il nous avait accueillis avec un sourire poli et un accueil rodé. Maintenant, son expression était différente. Son visage était pâle, sa mâchoire crispée, ses yeux empreints d'une gravité qui m'a noué l'estomac. Avant que je puisse poser une question sur mon sac, il a saisi mon bras, doucement mais fermement. « S'il vous plaît, ne vous alarmez pas, dit-il doucement. Mais j'ai besoin que vous veniez avec moi tout de suite. » J'ai essayé de me dégager. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il m'a guidé vers une porte à côté de la réception marquée « Bureau du gérant ». Quelque chose dans son ton m'a fait comprendre que ce n'était pas une demande. La pièce à l'intérieur était petite et ordonnée, un bureau, des classeurs, et le long d'un mur, plusieurs moniteurs de sécurité affichant différents angles de la salle à manger. Samuel a fermé la porte et l'a verrouillée. Le son du verrou a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Il s'est tourné vers moi et a pris une lente respiration, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Ce que je vais vous montrer va être bouleversant, dit-il. J'ai besoin que vous restiez assise et que vous gardiez votre calme. » Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai de nouveau demandé où était mon sac. Il a secoué la tête. « Il s'agit de votre table. » Il a pointé le plus grand moniteur. Sur l'écran, il y avait une vue aérienne claire du coin où nous étions assis moins de 30 minutes plus tôt. Table 12. Je me suis vue à l'écran. J'ai vu Daniel. J'ai vu Eleanor et Brooke. Un horodatage est apparu dans le coin, marquant le moment exact où je m'étais levée pour aller aux toilettes. Samuel a expliqué que la vérification des enregistrements faisait partie de sa routine nocturne, mais que quelque chose à notre table avait attiré son attention, quelque chose qui ne semblait pas normal. Il a légèrement rembobiné la vidéo, puis a fait une pause. « S'il vous plaît, soyez forte, dit-il doucement. Ce que vous allez voir a été fait exprès. » Ma poitrine s'est serrée alors qu'il appuyait sur lecture. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un sac à main oublié. Il s'agissait de quelque chose de délibéré, de caché, et ce qui allait apparaître sur cet écran était déjà assez puissant pour qu'un homme adulte verrouille la porte de son bureau pour me protéger. La vidéo a défilé sans pitié.
À l'écran, je me suis vu me lever et quitter la table. Ma chaise était vide. Mon sac à main était resté derrière. Pendant un bref instant, tout semblait normal. Puis Daniel a changé. La chaleur a quitté son visage. Il a balayé la pièce du regard, non pas comme un homme attendant un serveur, mais comme quelqu'un vérifiant s'il y avait des témoins. Sa main a atteint mon sac avec une aisance pratiquée. Il l'a ouvert. Ses doigts sont allés directement à la poche intérieure et en ont sorti un petit flacon blanc. Mon flacon de compléments alimentaires. Celui que je prenais tous les soirs parce que mon médecin disait que cela aiderait avec mes vertiges. J'ai senti la pièce tanguer. Daniel a dévissé le couvercle et a versé les gélules dans une serviette en papier pliée posée sur ses genoux. Il l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans la poche de sa veste. Puis il a sorti de la poche de son pantalon un petit sac transparent. À l'intérieur se trouvaient des pilules de forme et de couleur presque identiques. Il les a versées dans le flacon vide, l'a secoué une fois, et l'a remis dans mon sac à main, exactement au même endroit. De l'autre côté de la table, Elena regardait. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle ne l'a pas arrêté. Elle a ri doucement, puis a incliné la tête et a mimé la confusion, agitant les mains comme pour imiter quelqu'un qui avait perdu la tête. Brooke s'est penchée près de Daniel. Elle a souri. Elle lui a tapoté l'épaule. Ils ont levé leur verre. Ils ont trinqué. L'écran est devenu noir. Je me suis agrippée au bord du bureau pour rester debout. Samuel a posé un autre flacon sur le bureau. Mes vrais compléments. Il a expliqué qu'il les avait récupérés dans la poubelle après avoir vu Daniel entrer dans les toilettes avant de partir. Puis il a parlé avec soin, sans peur ni exagération. Ces pilules n'étaient pas des vitamines. C'étaient des médicaments psychotropes illégaux. Pris régulièrement, ils pouvaient provoquer de la confusion, de la paranoïa, des pertes de mémoire et une instabilité émotionnelle. Des symptômes qui ressemblaient exactement à une maladie mentale. Le but n'était pas de me faire du mal physiquement. C'était de me faire paraître inapte, peu fiable, remplaçable. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Daniel appelait. À cet instant, j'ai compris le plan dans son intégralité. Et j'ai compris autre chose tout aussi clairement. Si je voulais survivre à cela, je ne pouvais pas réagir. Je devrais être plus maligne qu'eux. J'ai répondu à l'appel de Daniel d'une voix stable et lui ai dit que j'avais mon sac. J'ai dit que le gérant l'avait trouvé près du comptoir d'accueil. Je l'ai remercié de s'être inquiété et lui ai dit que je rentrais à la maison. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais mon visage était calme. Samuel m'a tendu mon sac et m'a rappelé gentiment de garder les 2 flacons, l'un pour les preuves, l'autre pour les apparences. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Le silence n'est pas une faiblesse, a-t-il dit. C'est une protection. Le trajet de retour à la maison m'a paru plus long que d'habitude. Les rues familières semblaient différentes maintenant, plus dures, moins indulgentes. Quand je suis arrivée à notre maison, je me suis arrêtée à la porte et j'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer. Daniel m'a accueillie avec un sourire qui m'aurait réconfortée quelques heures plus tôt. Il m'a serré fort dans ses bras et m'a demandé si je me sentais mieux. J'ai hoché la tête et dit que j'étais fatiguée. Sur la table basse se trouvait un verre d'eau et le même flacon blanc que je venais de voir à l'écran. Daniel a secoué une pilule dans sa paume et me l'a tendue. Il a dit que cela m'aiderait à dormir, qu'il voulait juste que j'aille bien. J'ai mis la pilule dans ma bouche et j'ai fait semblant de l'avaler, la cachant sous ma langue pendant que je buvais l'eau. Daniel observait attentivement. Quand il a été satisfait, il m'a embrassé le front et m'a dit de me reposer. Dans la salle de bain, je me suis débarrassée de la pilule et j'ai regardé mon reflet. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était clair. Cette maison n'était plus sûre. À partir de ce moment, j'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à observer. Chaque mot, chaque mouvement, chaque sourire. S'ils croyaient que je perdais le contrôle, je les laisserais faire, car les gens qui pensent gagner font des erreurs, et j'avais besoin qu'ils en fassent une. Je suis allée me coucher tôt cette nuit-là et j'ai fait semblant de dormir. Daniel est entré plus tard, m'a embrassé le front et m'a murmuré bonne nuit comme si rien n'avait changé.
J'ai attendu que la maison s'installe dans le silence avant de bouger. Depuis des semaines, je me réveillais en entendant des chuchotements, des voix douces qui appelaient mon nom, des sons qui semblaient assez réels pour m'effrayer, mais assez faibles pour que j'en doute. Chaque fois que j'en parlais, Daniel et Eleanor échangeaient des regards et me disaient que le stress pouvait jouer des tours à l'esprit. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai commencé à fouiller la chambre. Sous le lit, dans le placard, le long des bouches d'aération, rien. Puis mes yeux se sont arrêtés sur le tableau encadré en face du lit, une grande pièce décorative qu'Eleanor m'avait offerte 2 mois plus tôt. Je l'ai soulevée délicatement du mur. Derrière le cadre se trouvait un petit haut-parleur noir soigneusement scotché au bois. Une faible lumière rouge clignotait lentement. Ma poitrine s'est serrée. Les chuchotements n'étaient pas dans ma tête. J'ai photographié l'appareil et j'ai remis le cadre exactement comme il était. En me détournant, j'ai entendu des voix en bas. Je me suis déplacée silencieusement vers l'escalier et j'ai écouté depuis derrière le mur du couloir. Daniel et Brooke étaient assis très près l'un de l'autre sur le canapé. Trop près. Sa tête reposait contre son épaule. Sa main passait dans ses cheveux avec une aisance et une familiarité. Il n'y avait aucune trace de lien familial dans leur façon de se toucher. Daniel a ri et a dit que les pilules fonctionnaient. Il a dit que la réunion du conseil d'administration mettrait un terme à tout. Qu'après-demain, je serais hors de son chemin. Brooke a parlé doucement, presque avec excitation. Elle a dit qu'elle était fatiguée de faire semblant, fatiguée de me sourire. Elle a parlé de s'installer pour de bon dans la maison et de voyager avec mon argent une fois que Daniel aurait le contrôle. J'ai enregistré chaque mot. À cet instant, la vérité s'est installée complètement. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas du désespoir. C'était un sentiment de dû. Ils croyaient que ma vie leur appartenait. Je suis retournée au lit avant qu'ils ne remarquent mon absence. Je suis restée là, fixant le plafond jusqu'à ce que la lumière du matin se glisse à travers les rideaux. Je n'ai pas pleuré, car une fois que vous comprenez que personne dans la pièce n'est de votre côté, quelque chose change. Vous cessez d'essayer d'être comprise et vous commencez à vous préparer à gagner. Le matin est arrivé tranquillement. Je me suis déplacée lentement, laissant mes épaules s'affaisser, laissant mes yeux paraître vagues. Daniel m'a observé attentivement pendant qu'il buvait son café. Je me suis plainte d'une tête lourde et d'un mauvais sommeil. Il a hoché la tête avec une inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux. Quand Daniel et Eleanor ont finalement quitté la maison pour faire des courses, j'ai agi rapidement. J'ai appelé Andrew Collins. Andrew avait été l'avocat de mon père pendant des années, prudent, éthique, le genre d'homme qui posait des questions difficiles et notait tout. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de lui chez moi immédiatement et que ma sécurité en dépendait, il n'a pas hésité. Il est arrivé par l'entrée arrière en moins d'une demi-heure. Je lui ai montré les photos des pilules, du haut-parleur caché, l'enregistrement de Daniel et Brooke. Andrew a écouté sans m'interrompre, son expression se durcissant à chaque nouvelle preuve. Ensuite, nous sommes allés au bureau de Daniel. La porte était verrouillée comme toujours. J'ai plongé la main dans le pot en céramique au coin du couloir et j'ai sorti la clé de rechange que j'avais un jour vu Daniel y cacher. La serrure s'est ouverte d'un déclic. À l'intérieur de la pièce se trouvait un petit coffre-fort. Je me souvenais du code. L'anniversaire d'Eleanor. Il s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement empilés, un projet de requête demandant le contrôle légal de mes affaires, une évaluation psychiatrique falsifiée décrivant paranoïa et hallucination, des relevés bancaires montrant d'importants transferts de mon entreprise vers des comptes au nom d'Eleanor et de Brooke. Des achats de luxe étiquetés comme des dépenses professionnelles. Puis Andrew a trouvé un passeport. Brooke Miller n'était pas son vrai nom. Le passeport montrait un nom de famille différent. Glissé à l'intérieur se trouvait une photo d'une cérémonie de mariage civil, Daniel et Brooke, des années avant qu'ils ne m'épousent. Je me sentais froide mais stable. Ce n'était pas une trahison récente. C'était une tromperie planifiée de longue date. Andrew a tout photographié et a mis plusieurs originaux en sécurité dans sa mallette. Puis nous avons entendu une voiture entrer dans l'allée. Daniel était de retour plus tôt.
Andrew s'est caché dans le placard juste au moment où la porte du bureau s'est ouverte. Je me suis retournée, j'ai laissé ma posture s'effondrer et j'ai dit à Daniel que les voix m'avaient dit de venir ici. Sa méfiance s'est fondue en satisfaction. Et à cet instant, j'ai su que le piège était entièrement tendu. Le trajet jusqu'au bureau m'a semblé plus long que d'habitude. Je me suis appuyée contre la fenêtre, laissant mon regard flotter, jouant le rôle que Daniel attendait de moi. Il m'a tenu la main fermement, comme pour guider quelqu'un de fragile à travers la circulation, et m'a rappelé que je n'avais pas besoin de parler pendant la réunion. « Assieds-toi et écoute, c'est tout », a-t-il dit doucement. « Je m'occupe de tout. » La tour Hudson s'élevait au-dessus de nous, tout en verre et en acier. Le nom de mon père était gravé dans ses fondations. Le revoir m'a redonné de l'assurance. Dans l'ascenseur de la direction, Daniel a expliqué qu'un médecin serait présent au cas où je me sentirais dépassée. Il l'a dit gentiment, mais le message était clair. Si je sortais du rang, quelqu'un interviendrait. La salle du conseil était déjà pleine quand nous sommes arrivés. Les visages se sont tournés vers moi à mon entrée. Certains montraient de l'inquiétude, d'autres du doute. Je pouvais sentir le poids des rumeurs qui circulaient discrètement depuis des semaines. Daniel m'a guidé jusqu'à la chaise en bout de table, puis a pris le siège à côté de moi. Il a commencé la réunion calmement. Il a parlé de responsabilité, de la protection de l'entreprise contre les risques. Puis, lentement, il a déplacé l'attention sur moi. Il a dit à l'Assemblée que ma santé déclinait, que j'étais confuse, instable, et plus capable de diriger. Des documents ont été distribués, des rapports médicaux, des projets juridiques, tout était préparé à l'avance. Un homme en blouse blanche se tenait près du mur, m'observant attentivement. Daniel s'est tourné vers moi et m'a demandé si je voulais dire quelque chose. Ses yeux m'ont averti de ne pas le faire. J'ai baissé la tête et suis restée silencieuse. La tension dans la pièce s'est épaissie. Les membres du conseil chuchotaient entre eux. Daniel a insisté, expliquant qu'un transfert temporaire d'autorité serait le mieux pour toutes les personnes concernées. C'était le moment qu'il attendait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque mot qu'il prononçait resserrait la corde autour de son propre avenir. Car le piège n'était pas pour moi, il était pour lui. Et le moment où il chercherait à me faire taire serait le moment où tout s'effondrerait. J'ai relevé la tête lentement et j'ai regardé autour de la pièce. Le silence s'est étiré. Daniel s'est agité sur sa chaise, impatient maintenant, convaincu que mon hésitation signifiait ma reddition. Je me suis levée. Le mouvement à lui seul a surpris tout le monde. Mon dos s'est redressé. Le tremblement de mes mains a disparu. Quand j'ai parlé, ma voix était stable et claire. Je ne suis pas malade, ai-je dit. Et je ne suis pas confuse. Daniel s'est figé. Il a dit à l'Assemblée que c'était exactement ce qu'il craignait. Il a fait un geste vers le médecin et a dit, « Elle fait une crise ». C'est à ce moment-là que les portes de la salle du conseil se sont ouvertes. Andrew Collins est entré le premier. Derrière lui, 2 officiers en uniforme, et juste derrière eux, Samuel Brooks, le gérant du restaurant. La pièce a éclaté de confusion. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai dit au conseil que mon mari m'avait secrètement drogué avec des médicaments psychotropes illégaux pour créer l'apparence d'une instabilité mentale, que le but était d'obtenir le contrôle légal de mon entreprise et de mes biens. Daniel a crié que c'était un mensonge. Il m'a accusé de manipulation. Il a prétendu que les preuves étaient fabriquées. Andrew a appuyé sur un bouton de l'ordinateur portable. Les images de sécurité ont rempli l'écran. Chaque mouvement était clair. Daniel ouvrant mon sac, remplaçant les pilules. Elena riant. Brooke regardant fièrement. Des halètements ont parcouru la pièce. Puis l'enregistrement audio a été diffusé. La voix de Daniel. La voix de Brooke parlant de m'envoyer loin et de dépenser mon argent. Daniel a essayé de se lever. L'officier l'en a empêché. Andrew a ensuite présenté les registres financiers. Transfert, approbation falsifiée, achat caché. Enfin, la photographie est apparue. Une photo de mariage datée des années avant le mien.
Daniel s'est effondré sur sa chaise. Le médecin a été raccompagné à l'extérieur. Brooke a fondu en larmes. Eleanor était silencieuse, le visage pâle. Le conseil a voté immédiatement. Daniel a été démis de toute autorité. Alors que les officiers lui passaient les menottes, il m'a regardé avec incrédulité. J'ai soutenu son regard calmement. À cet instant, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre, car l'histoire qu'il avait écrite pour moi était terminée et la vérité avait parlé à sa place. La salle du conseil s'est lentement vidée après que Daniel a été emmené. Les conversations sont tombées à des chuchotements. Certaines personnes évitaient mon regard. D'autres se sont approchées discrètement pour s'excuser d'avoir douté de moi. Je l'ai accepté sans colère. La peur rend les gens silencieux. Je le comprenais maintenant. En quelques heures, des mesures d'urgence ont été mises en place. L'accès de Daniel à l'entreprise a été révoqué. Les comptes ont été gelés. Un audit indépendant a été ordonné. Le médecin a été signalé. Brooke a été placé en garde à vue pour interrogatoire. Eleanor a été arrêtée plus tard dans la soirée après que des preuves supplémentaires ont été récupérées à la maison. Je suis rentrée seule cette nuit-là. Pour la première fois depuis des mois, la maison était silencieuse. Pas de chuchotement dans les murs, pas de bruit de pas dans le couloir, pas de performance. J'ai dormi sans médicaments et je me suis réveillée sans peur. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentrée sur ma guérison. Des bilans de santé ont confirmé ce que je savais déjà. Mon esprit était clair. La thérapie m'a aidé à surmonter la trahison. La force est revenue lentement, mais elle est revenue honnêtement. L'entreprise s'est stabilisée. La transparence a remplacé le secret. La confiance a été reconstruite, une décision à la fois. Voici ce que j'ai appris. Quand quelqu'un vous dit à plusieurs reprises que vous êtes confuse, fragile ou incapable, faites une pause. Surtout s'il bénéficie de votre silence. Le contrôle se cache souvent derrière l'inquiétude. Ne confrontez pas sans preuve. Ne vous expliquez pas à des gens déterminés à mal vous comprendre. Trouvez un allié honnête. Documentez tout. Si cette histoire a résonné en vous, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Abonnez-vous à l'art de la vengeance, car parfois, la vengeance la plus forte n'est pas la destruction. C'est la clarté, et le fait de s'en sortir avec son intégrité préservée.